Felice Bauer, 21, 22 et 23 juin 1913. Ma chérie, de cela aussi et peut-être avant tout, tu ne tiens pas assez compte dans tes réflexions, bien que nous en ayons déjà souvent parlé dans nos lettres. L'écriture est en fait ma bonne nature. S'il y a quelque chose de bon en moi, c'est cela. Si je ne l'avais pas, si je n'avais pas dans la tête ce monde qui veut se libérer, je ne me serais jamais risquée à te vouloir. Ce que tu dis maintenant de mes écrits, cela ne compte pas trop pour moi. Tu verras bientôt, si nous devons être ensemble, que lorsque tu n'aimeras pas ce que j'écris, spontanément ou malgré toi, tu n'auras absolument rien à quoi te raccrocher. Tu seras alors terriblement seul, Felice. Tu ne remarqueras pas combien je t'aime et je pourrai à peine te montrer comme je t'aime, bien que je t'appartienne peut-être alors d'une façon toute particulière, comme aujourd'hui et comme toujours. Je suis en effet lentement réduit en poussière entre le bureau et l'écriture. Cela vaut aussi pour maintenant, même si je n'ai rien écrit depuis 5 mois. S'il n'y avait pas le bureau, je serais évidemment tout autre, et ces avertissements ne seraient pas aussi sévères, mais c'est de cette façon qu'il faut que je tienne, vaille que vaille. Mais que dis-tu, très cher Felice, d'une vie en couple où, du moins pendant plusieurs mois de l'année, le mari sort du bureau à 2h30 ou 3h, mange, se couche, dort jusqu'à 7 ou 8 heures, mange en vitesse, va se promener 1 heure, puis commence à écrire et travaille jusqu'à 1 ou 2 heures. Pourrais-tu supporter cela? Ne rien savoir de ton mari, sauf qu'il est assis dans sa chambre et qu'il écrit. Et passer de cette manière l'automne et l'hiver, et vers le printemps accueillir un mort vivant à la porte de son bureau, puis au printemps et en été regarder comment il tente de se rétablir pour l'automne. Est-ce une vie envisageable? Peut-être est-ce possible, mais il faut donc que tu y réfléchisses jusqu'à la dernière ombre d'un doute. Et n'oublie pas d'autres particularités en lien avec ce qui précède, mais aussi en rapport avec des dispositions malheureuses. Depuis toujours, il est pour moi pénible, ou du moins inquiétant, de recevoir un inconnu, ou même un ami, dans notre appartement. Or, tu aimes bien les gens en général, peut-être même les réceptions, mais je ne pourrais qu'à grand-peine, presque douloureusement, accueillir des parents ou même des amis dans mon ou, je risque le mot, dans notre appartement. Rien ne me paraît plus facile, par exemple, que d'habiter Prague et de ne pas voir du tout ma famille et mes parents, même s'ils sont tout à fait gentils, et en particulier à mon égard, les plus gentilles personnes qui soient, et s'ils ont fait pour moi des choses que je ne méritais pas et que je ne pourrais jamais leur rendre. Ce à quoi j'aspire pour le moment, c'est un appartement, si possible en bordure de la ville, fort difficile d'accès. Et mon aspiration ultérieure serait pour plus tard, en ayant épargné, d'acheter une petite maison avec jardin hors de la ville. Mais réfléchis donc, Felice. Tu serais en fait dans une situation analogue à celle de ta sœur de Budapest pour qui tu as exprimé tant de compassion, sauf que ta situation serait encore aggravée par moi et que tu n'y aurais pas un autre réconfort comme ta sœur en a un. Qu'en dis-tu? Il me faut là-dessus une réponse très précise. Tu le vois sûrement par toi-même, une réponse très précise. Je sais, Felice, qu'il y a une possibilité simple de débattre de ces questions vite et au mieux, à savoir que tu ne me crois pas. Ou au moins, tu ne me crois pas pour l'avenir, ou du moins pas complètement. Je crains que tu n'en sois pas loin. Ce qui serait pire. Tu commettrais alors le pire péché contre moi et contre toi, et partant contre moi aussi.
et alors nous irions tous deux à notre perte. Il faut me croire. Ce que je dis de moi, c'est ma propre expérience, celle d'un trentenaire qui a déjà quelques fois, pour les raisons les plus intimes, été proche de la folie, donc des limites de son existence, qui dispose donc d'une vision globale, totale de lui-même et de tout ce qui pourrait advenir de lui dans ses limites. Le 22 juin. Ceci a été écrit samedi soir. Aujourd'hui, dimanche après-midi, j'ai un rendez-vous avec Verfel et d'autres et à 5h30, je dois aller chercher mes parents. Je n'ai dormi que très peu de temps cette nuit. Si j'avais dormi aussi longtemps que j'ai pensé à toi, ça aurait fait beaucoup. Ma tête n'est pas en ordre. Je ne sais pas si je vais tout pouvoir écrire avec autant de justesse que je le veux. Toujours est-il que tu dois, dans tes considérations, tenir compte de ma situation. Mon poste au bureau n'est pas du tout définitif. Les désespoirs que me cause ce travail, qui est un terrible obstacle pour ma vie, se répètent constamment et sont de plus en plus intenses, car la force nécessaire pour rétablir un équilibre s'étiole de plus en plus face à l'impossibilité de la tâche. J'ai été déjà souvent très près de démissionner, et ce qu'une décision précise ne peut produire, l'incapacité de mener à bien mes travaux, qui a déjà été par moments épouvantable, et observé avec attention par mes supérieurs, le fera peut-être bien d'elle-même. Et après cela, que se passera-t-il ? Mais même si je reste, et aussi longtemps que je reste, donc dans le cas comparativement le plus favorable, ma femme et moi nous serons de pauvres gens obligés d'affecter très précautionneusement ces 4588 couronnes. Nous serons beaucoup plus pauvres que mes sœurs, par exemple, qui dans une certaine mesure sont dans l'aisance. Je ne peux rien recevoir de mes parents, du moins de leur vivant. Nous serons donc plus pauvres que Max et Oscar. Ma femme ne va-t-elle pas en avoir honte ? Et par conséquent, rien que par conséquent, moi aussi. Supportera-t-elle cela ? Et quand je ne sais quelles grandes dépenses auront été engagées en raison d'une maladie ou pour une autre raison, nous serons vite endettés. Va-t-elle aussi supporter cela ? Tu as déjà à plusieurs reprises évoqué quelques peines que vous avez eues autrefois chez vous et que vous avez supportées. De quel genre de peine s'agissait-il ? Peut-on en conclure une résistance, peut-être, à une autre peine ? Le 23 juin. Lundi, pas de lettre, en dépit de mon attente, rien. J'étais justement à l'instant avec mon père dans la chambre d'à côté où le petit Félix vient tout juste de se réveiller. J'aurais vraiment blessé mon père si je ne l'avais pas accompagné. Mais comme le jeu auquel mon père joue avec l'enfant et auquel tous jouent avec lui me révulse. Hier après-midi, quand tout le monde était réuni chez nous après le retour des parents et que tout le monde jouait avec l'enfant et que mon père, quasi en transe tout le premier, se perdait hors de lui, plus bas que tout dans le registre de la sexualité, j'étais révulsée comme si on me condamnait à vivre jusqu'à la fin de mes jours dans une étable, tout en étant pleinement consciente d'une part de ma trop grande sensibilité de ce point de vue, et d'autre part de l'aspect moral bizarre et même beau, vu de loin, de tout cela. Mais ma pauvre mère était aussi là, bien sûr, qui n'a jamais eu le temps de préserver son corps, et n'aurait sans doute pas vraiment su comment le faire, et qui est à présent empâtée et voûtée par 6 naissances et une vie de travail. Il y avait mon père, le visage écarlate. La vie tranquille à Franzenbad n'est guère indiquée pour sa maladie. Il y avait ma sœur aînée, qui était encore une jeune fille il y a 2 ans,
et qui, après 2 naissances, plus par nonchalance et ignorance que par manque de temps, a un corps dont l'aspect est déjà vraiment proche de celui de ma mère, assise là dans un étrange corsage et le corps gonflé. Et quand on regarde de très près, même ma deuxième sœur commence à ressembler à son aînée. Ma chérie, comme je me suis réfugiée auprès de toi, et voilà qu'hier, tu n'as pas pensé à moi et n'as pas répondu à mes questions, si inévitable qu'il soit d'y répondre. Il faut vraiment que j'aie cette réponse, une réponse très précise. De même que tu ne me blesseras pas, tu ne dois pas non plus te sentir blessé par moi, mais il n'y a pas que cela, tu ne dois pas non plus te taire par esprit de bravade, comme tu me l'as déclaré une fois à propos du livre de Werfel. Il n'y a vraiment pas le temps pour cela, et enfin, tu ne dois en aucun cas te laisser égarer par je ne sais quelles informations que t'a données autrefois Max à Berlin. Tu ne dois entendre que ce que j'écris maintenant, Felice. C'est seulement à cela que tu dois répondre, mais à tout, pas seulement aux questions. En échange, je te promets, si tu le fais, et quel qu'en soit le sens, de n'écrire, si je demande ta main, que très brièvement à tes parents. C'est vraiment uniquement notre affaire, mais il faut absolument que tu satisfasses à ce qu'elle implique. Franz.